Vendredi 14 août 2015, nous sommes devant le départ de la Pinatelle à Saint-Étienne-de-Tinée. Nous sommes là pour revenir sur les traces d'un crash qui a eu lieu en 1954, le 4 mars exactement. Le crash d'un C-47 américain sur la cime de Bollofré dans le vallon de Demandols. Pour l'occasion, on a fait venir des secouristes qui étaient là à l'époque et des descendants des personnes qui étaient dans l'avion, malheureusement décédées. De gauche à droite, vous avez Louis Ovaro, Jean Grolier et Marius Mélan, chacun d'un corps différent puisqu'il y a un douanier, un chasseur alpin et un CRS. Le CRS, c'était qui? Qui était le CRS? Celui de droite? Et celui du milieu? C'est le chasseur alpin. D'accord. Tu lui demandes pas, le douanier, il sait. Des membres du conseil municipal sont là pour les accueillir. Là, il y a les deux enfants d'un des passagers qui s'appelait Ingalls. Encore des membres du conseil municipal, la première adjointe Anne-Marie Fulconis, l'adjoint Doron Éric Barral et l'adjoint au hameau Jean-Paul Rapuc. Bonjour, voilà. Mais moi, je me dis quelque chose. Quelle année? Mais moi j'ai commencé tout à fait au début, je suis avec les pionniers de On peut s'installer dans les... Ah oui, Tout le monde a pris place dans des 4x4 et le convoi s'ébranle pour aller dans le vallon de Demandols pour se rendre au plus près de la cime de Bollofré où a eu lieu la catastrophe. Petite halte à la cascade de Demandols. Eh, souriez! Petite photo souvenir. un chamois. C'est Noël Fabron alors. Noël Fabron, il était moniteur de ski à Aurora. Ouais. Et il a sauté dessus. D'accord. Elle est un peu plus vaste quoi. Oui, en descendant, tu dirais. D'accord. Une croix noire là, il y a dessus, il a marqué Noël Fabron. C'est bien. Un petit peu plus loin, nous nous arrêtons à la magnifique chapelle Sainte-Anne où se trouve la stèle de la catastrophe. Petite visite rapide de la chapelle. La famille? Une photo de la famille Ingalls devant la stèle. Et une photo de groupe. Non, reste là, comme ça. Vous êtes bon là. C'est bon. Souriez, olé. C'est pas de bon souvenir. Le père Magnin qui va dire une petite prière. C'était en 2006 que l'adjoint au hameau, prédécesseur de Jean-Paul, Marcel Muris, aujourd'hui décédé, avait décidé de faire une stèle à la mémoire de cet événement. Donc elle est là depuis 2006. On l'avait inaugurée avec le consul des États-Unis d'ailleurs.
on va dire une prière à la mémoire et au souvenir des victimes et de ceux qui les ont secourus. Yeah, in the memory of the victims and also the people who participated in the rescue team. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 1954, un avion américain venant de Rome, allant en Allemagne, c'était un avion de l'armée américaine, a percuté la barre rocheuse de la cime de Bolofré, faisant 20 morts, la totalité des passagers. Cet avion s'appelait un C-47 Dakota. Il était utilisé par la US Air Force, basée en Allemagne, une base qui s'appelle Hams, dans la Rhénanie, dans l'Allemagne de l'Ouest, tout près de Francfort. Le C-47, immatriculé 42 24 096-A, était parti le matin même de l'aéroport de Vélus, qui est l'aéroport de la capitale libyenne. Il était piloté par le commandant Eden Edwards, qui avait 32 ans, et qui totalisait 2168 heures de vol. Son copilote s'appelait Joey Nunelli, qui devait avoir sensiblement le même âge. Il avait embarqué 3 personnalités civiles, notamment le président-directeur général de Bell Aircraft Corporation, qui est un constructeur d'hélicoptères américain, et 2 ingénieurs. Il a également embarqué 15 militaires. Le commandant Edwards a décollé son avion de l'aéroport de Ciampino à 11h27. À 12h42, il a appelé l'aéroport de la tour de contrôle de Ciampino pour lui dire qu'il était au sud de Bastia, à la verticale de Bastia. La tour de contrôle de Ciampino lui a dit « Contactez maintenant la tour de contrôle de Marseille pour poursuivre votre vol ». Ce jour-là, il y avait dans la Méditerranée et en Europe du mauvais temps. Il y avait brouillard en 900 mètres d'altitude, des pluies en plaine et en mer. On ne sait pas pourquoi, le pilote n'a jamais contacté Marseille. Il s'est rapproché des côtes françaises à Nice, et certainement qu'à la lueur d'un éclairci, il a dû confondre Nice à Marseille, la vallée du Var, la vallée du Rhône. Donc il s'est engagé dans la vallée du Var à une altitude de 2600 mètres. Il a survolé le Science, il est passé à l'est du Mounier sur les Barres, il a survolé Roya à 900 mètres d'altitude, et je me rappelle, j'avais 10 ans, je l'ai entendu. Il a survolé Blénon, le Colombier, il est passé à Haute-Plane, le col du Chavalet, mais évidemment, la barre rocheuse de la cime de Bolofré lui a été fatale. On a trouvé les 2 pilotes dans le vallon de Demandos, encore attachés sur leur chaise. Évidemment, le commandement américain en Allemagne, ne voyant pas arriver l'avion, a déclenché des recherches, a d'abord interrogé l'ensemble des aéroports italiens, français et suisses, mais personne ne l'avait vu. C'est alors qu'ils ont engagé un vaste programme de recherche en utilisant plus de 30 avions de l'armée française, italienne et américaine. Ces 30 avions ont balayé l'ensemble de la région de la Sardaigne jusqu'à l'arc alpin de Grenoble. Ces 30 avions n'ont rien trouvé. C'est alors que les préfets ont déclenché les recherches terrestres. Et ici, à Saint-Étienne-de-Tinée, il y a eu un élément important. Victor Emmerich, le père de notre ami Lucien qui est là aujourd'hui, travaillait ce jour-là à Hublan. Il a entendu un énorme bruit dans le Demandos, mais il était fatigué et malade, et il n'est pas venu le dire à la gendarmerie. Il est venu que le lendemain, vendredi. Ici à la gendarmerie, c'était le brigadier Florent, dont aujourd'hui je voudrais saluer ses 3 filles. Le brigadier Florent a eu pendant la 5e guerre mondiale une attitude exemplaire. Il a pris beaucoup de risques en cachant des familles juives, notamment à La Rougelle et à Roya. Je salue aujourd'hui ces 3 filles. Ces 3 gendarmes ont dit nous n'avons rien trouvé. Mais Étienne Gallian et ces 2 gendarmes, c'était le gendarme B et André Hini, ils s'étaient assignés une mission, c'est-à-dire d'aller jusqu'au col de Palme pour rencontrer éventuellement les gendarmes de Château-d'Ampron et échanger des informations. Donc le brigadier Florent et les gendarmes de Saint-Étienne, Étienne Gallian et les gendarmes B et André Nini progressent vers Vacherie de Mandos, puis progressent vers la Laurentière. M. Étienne Gallian est un chasseur, il connaît toutes ces montagnes comme sa poche, et ses yeux ont été attirés par une tache dans la barre rocheuse de la cime de Bolofré. Il a ajusté ses jumelles et il a vu l'aile dans la paroi.
Une photo des secouristes et de la famille et nous allons jusqu'à la vacherie de Demandols. Nous allons laisser les voitures ici et partir à pied dans le vallon jusqu'au pied de la cime de Bolofré. J'ai travaillé au téléphérique à l'époque, alors... Il paraît qu'ils l'ont pas trouvé de suite, ce... Oh non, c'est un Émeric, Lucien, c'était le père de Lucien Émeric, qui a entendu une explosion. Il a dit j'ai entendu un bruit, mais alors, parce qu'il y avait le brouillard, il y avait la neige qui tombait, et c'était déjà un peu dans la soirée, tu vois. Et le lendemain, il a dit c'est là-haut, par là-haut, j'ai entendu le bruit par en haut. C'est comme ça qu'on est monté et on a trouvé les... C'est l'équipe stéphanoise qui est montée a priori. Oui. Et vous avez mis combien de temps, vous, à y arriver? Oh, je ne me rappelle plus, parce que... mais partir d'en bas, hein, de Saint-Étienne, en ski. Ah oui, vous faisiez déjà tout le chemin à pied. Puis il n'y avait pas les mêmes équipements. Non, pas du tout. C'est des équipements qui n'étaient pas pareils. Hein. C'était compliqué quand vous arriviez déjà au pied de du crash, c'était déjà des heures déjà passées. Hein. Oui, il y avait le docteur Jouglard, il y avait Tchamper, il y avait Étienne Gallian. Étienne Gallian qui lui était le premier un peu guide de montagne. Il était guide, il était chamoniard. Il était guide, Nicoli. Et il avait fait une main courante pour monter sur l'épave. Et oui, parce que c'est un passage très délicat là-haut. Hein. Il avait fait une main courante et il y avait Titou. Titou avec lui aussi. L'affaire, on doit rester 7 ou 8. J'étais en train de dire que j'avais fait intervenir Marcel Muris à travers des vidéos, puisqu'il n'est plus là pour s'exprimer. Oui. Et donc, c'est dans l'idée, je prolonge les travaux de Marcel. Parce que j'estime que des recherches comme ça, on ne peut pas se les approprier, on se passe la main de génération en génération. Alors moi, j'ai d'autres moyens techniques par rapport à Marcel, et donc j'apporte plus de précision, notamment au niveau des victimes, quoi, parce que je trouve que c'est un travail énorme de mémoire. Et c'est grâce à des tas d'archives de journaux américains, des albums de promotion aussi, d'écoles, d'universités, de bases militaires. Tout ça m'a permis de reconstituer la vie des victimes. Voilà, c'est parti, nous prenons le chemin qui mène au col de Pal, dans le vallon de Demandols. Plutôt courageux de la part de la veuve Ingalls, qui n'est plus toute jeune. On imagine l'émotion qui étreint les enfants et la femme du pilote qui est décédé ici 60 ans plus tôt. Louis Ovaro qui nous fait part de souvenirs qui lui reviennent quand il prend ce sang. En 39-40, il y a eu la guerre. Et un soir, à 10h du soir, on entend le tocsin sonner. Et il a fallu évacuer, partir. Et on nous a fait partir par ici, par Demandols. Et on est redescendu sur la tour. Et j'avais 8 ans et demi. Alors pour moi, c'est un mauvais souvenir. Et je sais, tout le monde me dit que les gens, quand il a fallu évacuer, sont tous partis par le col de Pal pour aller à Note. Il y en a beaucoup qui sont... À Note et à... oui, il y a le lac là. Le lac de... Saint-André-les-Alpes. Saint-André-les-Alpes, voilà. D'accord. Voilà, non mais je me rappelle plus exactement. Je sais qu'il était resté un peu coincé, tu vois.
Et c'est pour là qu'il a fallu mettre une main courante pour monter les chercher. D'accord. Les douaniers surveillaient ça, et les Américains ils étaient rassurés que personne ne puisse aller. Là, on voit rien. Là, il faut monter encore. Alors, dites-moi tout. Eh bien, je dis que le préfet de l'époque, après l'accident, vu que la paroi était enneigée et verglacée, il a arrêté le secours pendant 2-3 semaines, hein, Loulou? C'est bien ça. Et après, ils ont demandé, du moins qu'ils s'étaient rassurés qu'il n'y avait plus aucun survivant, ils ont arrêté le secours. Hein. Et ils ont mis les douaniers de Saint-Étienne-de-Tinée en poste aux vacheries pour que personne ne puisse approcher la paroi. Et puis les secours ont repris 3 semaines après. Et là, c'est là qu'il y avait les chasseurs alpins, les CRS, des spécialistes américains qui étaient basés, de l'armée américaine qui était basée en Allemagne, Sikorsky qui est arrivé de là-bas. Et on faisait des rotations depuis le terrain de foot de Saint-Étienne-de-Tinée à la vacherie de Mandol. Et là, on sautait parce que bon, l'hélico, c'était un gros porteur, il ne pouvait pas se poser parce qu'il ne serait plus reparti. Dans la neige, il fallait sauter de 4 à 5 mètres d'hauteur, il fallait sauter dans la neige. Voilà. Et puis après, on a fait tout le travail qu'il fallait faire. De journal. C'est bien ce que je te disais. Donc on voit la découpe. Dans ce couloir, voilà. C'était la paroi là, et toute verglacée la paroi. Voilà. Là c'est là. Là on voit bien comment ça se découpe. Et c'était ici. Non. Voilà, tu vois. Plutôt à gauche. C'est plus à gauche, c'est pas ça, Jean-Paul. Tu vois la rondue là. C'est plus à gauche, il dit monsieur. C'est juste en dessous. C'est plus à gauche, eh oui. Eh oui, si on regarde... C'est pas celui-là. Non, c'est pas ça. Là où ça fait comme une table. C'est aplati. Here you think that if you're looking at it this way that it's flat, but it's sharp, sheer. Alors, il a fallu mettre une main courante. Now they had to put a railing along it to get up there, so they had a plan. Moi j'ai connu au rond. C'est quand on va plus loin, quand on marche un peu plus loin. C'était 57. On refait une petite photo avec la montagne derrière et on se rapproche encore plus. Avec Joël, c'est pour ça qu'elle est là. On voit les guides là. And why they decided to throw a pighead in their mosque? And of course, Ah, Loulou. Ouais. Un petit peu plus tard, nous sommes vraiment en face. Craché ici. Le point d'impact, c'est là. Donc, est-ce que tu arrives à refilmer au niveau de la montagne? Et après, l'avion, tous les débris d'avion ont descendu ici. Ça a chuté ici et on a retrouvé aussi des victimes là dans le bas aussi. Voilà. Et on retrouve à l'heure actuelle encore des morceaux d'avion. C'est ce que je vais faire avec les 2 fils de Caroline Ingalls. On va remonter encore un petit peu, on a 150 mètres à faire et on va redescendre dans la coulée de l'avalanche et on va remonter un petit peu pour qu'ils voient un petit peu ces morceaux d'avion. Ça leur montre quand même la violence de l'impact de l'avion en fait. Et ils tiennent à venir dans ce vallon, ils veulent venir. D'accord. that's where the airplane crashed, right there.
So 1, 2, you see that green grass? Il a manqué pas beaucoup hein, pour qu'il passe. Ouais, alors il faut expliquer à Caroline que 50 mètres plus haut. The next range. Oh, the next range. is even higher. Grosse émotion pour la famille de se retrouver juste en face de la montagne où a péri 60 ans plus tôt leur père et époux. 300 degrés. C'est très éprouvant. On reste un moment à scruter la montagne, puis on va aller 150 mètres plus loin. Et là, les deux enfants vont descendre dans le vallon pour voir s'ils trouvent des débris de l'avion. Ok. En bas, on a. Oui, voilà. Ouais, c'est ça, Loulou. Ouais, c'est par là que je suis passé. On va te suivre. Voilà, Louis Ovaro en tête qui les guide dans leur quête de souvenirs. Le deuil peut être clos. Ouais. Eugène, donc là nous sommes avec la famille américaine. Oui. Alors dites-moi quel lien de parenté ils ont avec, je crois que c'était pas les pilotes, c'était un pilote de chasse qui était passager dans l'avion, c'est ça? Oui, il était pilote chevronné, mais il n'était pas pilote de l'avion, ni copilote. Il était parmi les autres dans l'avion lui-même, oui. Donc il s'appelait Ingalls, c'est ça? Ingalls, Kenneth Ingalls, il s'appelait. Donc là nous avons les enfants. On a les deux fils aîné, Kenneth et... Kenneth Jr. donc. Kenneth Jr, oui. Et puis Jeff et la mère Caroline en français. D'accord. Et donc là ils sont venus exprès pour ça? Ils sont venus exprès pour ça, après avoir été contactés par Joël il y a plusieurs mois. Il a déroulé le fil et même par le biais des annuaires téléphoniques, il a trouvé Jeff et puis les autres membres de la famille. Jeff qui l'a mis en contact avec sa mère Caroline. Et puis il a commencé une correspondance et il a continué les recherches. Il a les documents de l'armée de l'air américaine et des journaux ici, Nice Matin et autres. Et il a déroulé l'affaire. Son intérêt principal était l'accident de l'avion, parce qu'il a un intérêt pour l'aéronautique et surtout des accidents importants, comme Germanwings. Et c'est là, cet accident qui lui a mis sur la piste de Bolofré. Sa compagne est stéphanoise et c'est depuis quelques années qui vient ici à Saint-Étienne, dans la région, dans la Tinée, et il a commencé ses recherches à la suite de Marcel Muris qui en avait fait déjà exact. À l'époque, parce qu'en 2006 on avait fait une stèle, donc voilà. à leur mémoire. Et je pense qu'il est très important de dire que Joël fait ceci de façon tout à fait désintéressée. D'accord. Il n'y a pas d'argent à la clé, ni de renommée, il ne cherche pas à ça. Il cherche tout simplement à éclaircir des inconnus par le biais des documents et de laisser le chapitre ouvert pour quelqu'un qui pourrait prendre la suite à l'avenir. Donc je pense que c'est important que le public le sache. D'accord. Donc cette famille, elle est venue d'où aux États-Unis? Ils sont venus du nord-est. Le fils qui s'appelle Ken habite l'État du nord-est qui s'appelle Maine, le Maine. Dans le Maine, oui. Et l'autre fils et la mère habitent le Massachusetts, pas loin de Boston. Et elle passe la moitié de son année en Floride et l'autre moitié dans le Massachusetts.
Dans la soirée, Joël Bastien donnait une conférence avec Madame le maire Colette Fabre.